Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue en direct des studios by Valumène pour un webinaire inspirant. Nous allons parler d'un sujet passionnant avec nos deux invités. On va se présenter tout de suite. Je propose à notre ami Thierry de passer tout de suite à la slide pour... on va laisser ces gens se connecter et évidemment vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme. Alors, pour la présentation rapidement, donc moi je vous rappelle, je suis Nicolas Doucerin, donc le dirigeant fondateur de Valumène, qui est un cabinet spécialisé sur 3 domaines d'activité. On y reviendra tout à l'heure. Le management de transition. Nous accompagnons nos clients également dans des activités d'executive search pour recruter les meilleurs talents. Et on s'occupe également d'animer des séminaires pour contribuer à la construction des plans de transformation chez nos clients. Voilà. Il y a à mes côtés notre associé Thibaut de Moucheron. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, j'ai rejoint Valumène au printemps pour apporter plutôt une vision vers les fonctions finance, sur lesquelles, bien entendu, on est en mesure de proposer des prestations en management de transition. Donc voilà, c'est aujourd'hui mon activité principale. Et donc, je participe au développement et au rayonnement de Valumène chaque jour. Exactement. Voilà. Et puis, pour la petite occasion, c'est aujourd'hui le 62e anniversaire de notre ami Thibaut. Merci. Bon anniversaire, mon cher Thibaut. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et donc, on partage ça. Alors, on a une invitée d'exception ce soir, Sophie Moreau-Garenne, que je vais laisser évidemment se présenter. Bonsoir à tous, Sophie Moreau-Garenne. Donc, moi, je suis associée fondatrice du cabinet SOMG Partners, qui va bientôt fêter ses 10 ans, qui est un petit cabinet de niche spécialisé en conseil financier destiné à la prévention des difficultés et à l'appréhension des problématiques de trésorerie. Donc, nous ne sommes ni commissaires aux comptes, ni experts comptables, mais nous assistons les chefs d'entreprise dans toutes les opérations un petit peu particulières et les situations spéciales qu'ils rencontrent. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire. Alors, on a voulu traiter un sujet important. Notre président de la République, sur les ondes, et ça a été repris par tout le gouvernement. Encore dernièrement, j'étais à une réunion avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a défendu pendant 25 minutes le « quoi qu'il en coûte ». Donc, on va très vite rentrer sur le sujet, parce que ça concerne toutes les entreprises. Avant ceci, un petit rappel de l'utilisation de la plateforme. Alors, vous avez en haut à droite sur votre écran la partie chat qui vous permet donc de chatter tout simplement. Vous pouvez correspondre entre vous, vous saluer à partir du moment où tout le monde se respecte, même si on peut avoir des points de désaccord. Le plus important, c'est de se respecter. Sur le deuxième onglet, c'est un élément important. Vous avez la partie questions. Nous vous invitons tout au long de ce webinaire à poser vos questions et vous pourrez en plus voter sur l'intérêt de la question. C'est un avantage pour nous, c'est que ça permet de remonter en tête les questions qui obtiennent le plus de votes et donc d'essayer de répondre à un maximum de questions parce qu'encore une fois, on n'est pas là dans un cours pour donner notre science, on est là avant tout pour traiter d'un sujet, échanger, exposer et surtout dialoguer avec vous. C'est tout l'intérêt de ce type d'émission. Le troisième onglet en haut à droite, c'est la partie sondage, mais on aura l'occasion d'y revenir à la fin de ce webinaire, mais vous aurez la possibilité de voter sur un certain nombre de questions, ce qui nous permet évidemment d'améliorer et de traiter différents sujets lors des prochains webinaires. Donc voilà un petit peu l'organisation et l'utilisation de cette plateforme. Slide de suivant, je vois que tout le monde se connecte. Nous avons Sylvie qui est connectée. Bonsoir Sylvie. Il y a Cyril. Bertrand, je crois qu'il y a également des collaboratrices du cabinet, c'est ça? Du cabinet SEMG Partners, oui. Je crois voir, voilà, il y a Simona. Simona, Kenza et Morgane. Voilà, elles sont en forme, tout à l'heure. Je vois Isabelle Fréchon, bonsoir. Frédéric également, qui est connecté. Vous êtes tous connectés, c'est parfait. Donc, Valumène, comme je voulais dire, 3 types de prestations, mais ça, on l'a évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans leur projet de transformation. Donc, en ce moment,
Nous avons beaucoup de missions de transition, bien évidemment, autour des métiers de la finance, parce que le sujet est brûlant. On va le traiter tout au long de ce webinaire. On intervient beaucoup sur les métiers de l'IT, du digital, des ressources humaines, du restructuring, même si on le verra aujourd'hui, le restructuring est dans une phase un peu plus intermédiaire, on va dire plus limitée, hein, qui est liée au contexte. Mais vous le verrez, on va aborder tous ces sujets. Alors, ce que je vous propose, Sophie Thibault, c'est d'attaquer le sujet, hein, tout simplement, le quoi qu'il en coûte. Exact. Alors, on peut peut-être aller directement sur le slide pour mettre un peu l'environnement. Clairement, on va parler du quoi qu'il en coûte, non pas pour le budget de l'État, dont on sait qu'effectivement, un jour, il va pouvoir rendre des comptes pour les générations futures, parce que les sommes aujourd'hui dépensées sont absolument considérables. On parle de 240 milliards d'euros, c'est ça à peu près? Bon, ça, c'est donc il y aura donc une addition à la fin, et ce sont nos enfants vraisemblablement qui vont payer tout ça. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas l'État, c'est bien pour les entreprises. Les entreprises ont quand même été soutenues, pas qu'en France d'ailleurs, hein, parce que c'était fait dans quasiment tous les pays d'Europe, aux États-Unis aussi. Il y a eu des aides, mais nous en France, on a quand même été spécialement aidés. Je vois bien qu'on fasse défiler, notamment, on a fait un petit rappel à l'après-vert de toutes les aides qui ont été apportées. On a quelques chiffres là qui sont comme sur des sommes considérables. Le fonds de solidarité, donc, était un soutien aux entreprises directement versé, on a encore 35 milliards. Il n'y a pas eu que des fonds apportés aux entreprises, il y a également des reports de charges extrêmement massifs, que ce soit au niveau fiscal, soit au niveau social. Là, on est sur des sommes considérables. On parle de 27 milliards que pour l'année 2020. On n'a pas fait les comptes encore pour 2021. Et puis, il y a ce fameux prêt, le PGE, pour lesquels les entreprises ont quand même très, très largement souscrit. Bon, là aussi, on va en parler, il faudra les rembourser, c'est 140 milliards, ce sont des sommes absolument invraisemblables. C'est du jamais vu. Jamais vu. Et d'ailleurs, je vais me permettre de poser peut-être une première question auprès de Sophie. Sophie nous a exposé que son cabinet vient de fêter ses 10 ans. Si je fais 2021 moins 10, on arrive dans les années 2010-2011. Moi, je me souviens d'une période particulièrement houleuse sur le plan économique et financier, c'est la fameuse crise avec la faillite de Lehman Brothers. On se souvient qu'à l'époque, ça avait été une crise financière hors norme. Hein. Tous les États étaient au bord de la faillite et c'est vrai que c'était très compliqué. On se souvient encore en l'occurrence à l'époque, le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui se battait au niveau européen pour injecter à coups de milliards d'euros dans les banques, dans les grands groupes, pas tellement d'ailleurs dans les PME. Non, grands groupes industriels, oui, automobiles, essentiellement. Sophie, quelle différence tu fais entre ces crises que tu as vécues en 2008-2009 par rapport à celles que nous avons vécues et quel enseignement finalement l'État, l'appareil de l'État avec un grand E, en a tiré quand on voit de ce côté toutes les aides que l'on a par rapport à cette crise financière colossale qu'on a vécue en 2008-2009? Alors, ce sont deux crises totalement différentes. Et effectivement, c'était une crise financière. Aujourd'hui, on est dans une crise vraiment réellement économique et mondiale. Ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation totalement inédite avec des entreprises qui ont en trésorerie plus de 170 milliards de cash et finalement un freinage de l'autofinancement, moins d'investissement, mais une situation économique qui n'est pas mauvaise. Donc il n'y a pas de crise économique, on est bien d'accord. Ça n'est pas une crise économique. Il y a eu tout ça grâce aux aides d'État. Quand même, ça a été très largement soutenu. Il y a quand même eu des fermetures administratives et des entreprises complètement soutenues, comme le disait Thibault, par le Fonds de solidarité, le dispositif coût fixe et le chômage partiel, qui a été exceptionnel. De manière colossale. Mais ça a quand même touché toutes les entreprises partout dans le monde. Il y a 10 ans, c'était quand même une crise bancaire, c'était une difficulté d'accès au crédit, une difficulté dans la négociation et qui a eu des répercussions. Donc on est vraiment sur deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, on est quand même dans on a eu en 2020 un ralentissement quand même de l'activité. Alors, certes, qui a été soutenu, mais oui, il n'y a pas d'investissement, pas d'autofinancement. Non, mais sauf que la décroissance du PIB, elle a été directement liée à la mise sous cloche de l'économie
par les gouvernements. Elle n'est pas la conséquence d'une crise financière qui a engrangé une crise économique telle qu'on a pu la connaître en 2008-2009. On a des liquidités aujourd'hui sur le marché qui sont d'un montant totalement inédit. Et auprès des particuliers également, Oui. on en reviendra, mais on a vu l'épargne des Français a considérablement augmenté. Et paradoxalement aussi, des rentabilités dans certaines entreprises supérieures à ce qu'elles avaient auparavant en période normale, parce que les aides ont été tellement massives, basées sur du chiffre d'affaires et non pas sur les marges, qui fait que l'entreprise à gros chiffre d'affaires, petite marge, ont vu dans certains cas des rentabilités supérieures aux années précédentes. Dans certains cas, ce n'est pas systématique, mais en fait, on a des situations paradoxales de ce type. On a des situations vraiment très, très différentes d'une industrie à l'autre. Quand on prend les cafés, hôtels, restaurants, par exemple, qui ont été très, très largement aidés par les dispositifs, notamment maintenant coût fixe et fonds de solidarité, s'en sortent plutôt pas mal, ont une reprise maintenant qui est bonne parce qu'elles ne sont pas du tout soumises à l'exportation. Là où la PME industrielle, qui a peut-être été moins soutenue et qui exportait, est plus en difficulté. En plus, a aujourd'hui des problématiques de recrutement, d'approvisionnement. Donc, en fait, les situations sont quand même très, très disparates. Ouais, bon, enfin, toujours est-il que les entreprises sont dans une situation quand même plutôt favorable en termes de cash, ça c'est absolument indéniable. On verra tout à l'heure qu'il y aura aussi des comptes à rendre. Hein. Ça mène à l'endettement. Oui, parce que c'est ce que nous, on appelle, effectivement, elles ont de la trésorerie, mais de la trésorerie brute, en face, on a de la dette. Hein. Donc, oui. Et c'est peut-être là d'ailleurs le gros risque, c'est que la trésorerie, elle est arrivée tout de suite. La dette, par définition, elle est bien présente, mais finalement, les entrepreneurs ne s'en rendent pas forcément compte parce que d'abord, il y a eu 1 an de franchise, dans un certain nombre de cas, 2 ans, et donc, les premiers viennent tout juste de commencer à rembourser là depuis quelques mois, hein, en mars, avril, mai, juin 2021. Mais le gros des troupes, ça va ne commencer qu'en 2022. Et le gros risque, bien évidemment, j'imagine, c'est quand on a un excédent de trésorerie, on a peut-être tendance à vouloir prendre dedans, et il y a 2 options. Soit on investit intelligemment pour adapter, moderniser, rendre de l'agilité, finalement préparer l'avenir de son entreprise. Si par contre on était un peu fragile structurellement, qu'on commence à prendre dans cette trésorerie, c'est là où on risque d'avoir quelques déconvenues, en tout cas pour certaines entreprises dans quelques années. Il est là le risque, Sophie Kahn. Il y a un vrai sujet, et il y a effectivement le remboursement du PGE qui est assez programmé dans le temps, mais auquel il faut ajouter le remboursement des charges fiscales et sociales, parce qu'en fait, il y a énormément d'entreprises qui ont aussi profité du gel fiscal et social, donc il faut ajouter à ça. Alors certes, la loi de finances prévoit de baisser un peu l'impôt pour qu'il n'y ait pas trop d'effets ciseaux, mais ça va être quand même une charge très lourde pour l'entreprise, et dans une période où la croissance va dépendre du secteur d'activité. Certaines pourront bénéficier d'une reprise importante de la croissance, d'autres ça va être plus lent. Ce qui va être compliqué, et là où il faut faire vraiment attention, et là je m'adresse vraiment aux chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, clairement, le gouvernement a donné des instructions très fortes à tous les organismes d'État, je parle de l'URSSAF, TVA, aujourd'hui, de ne pas relancer, de ne pas mettre la pression, mais c'est quand même une dette que l'entreprise a. Alors et le risque, il est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez qu'on est à la veille d'une élection présidentielle, d'ici quelques mois, qu'on ne connaît pas encore évidemment le résultat, qu'en fonction des résultats, des circonstances et de ce qui peut se passer, il risque d'y avoir quelques douches froides, et c'est là-dessus où il faut, j'imagine, quand même être vigilant. C'est un vrai sujet. En fait, nous, on a un vrai problème d'anticipation des difficultés. Elles se traitent extrêmement bien si elles sont prises très en amont. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, développeur, optimiste, forcément, ne voit pas le paquet de dettes s'accumuler et ne sent pas en fait le point d'inflexion qui va le mettre en difficulté. C'est très compliqué, surtout dans une PME où on n'a pas forcément les outils. Jusqu'à présent, on avait 2 lanceurs d'alerte, hein, qui étaient l'URSSAF, qui était assez prompte à dégainer des avis à tiers détenteurs, des assignations. Envoyer les huissiers. Et les banquiers qui dénoncent leur crédit court terme. En fait, c'était 2 lanceurs d'alerte, alors qui n'étaient pas très appréciés par les chefs d'entreprise, mais qui au moins avaient le bénéfice d'amener le chef d'entreprise à la discussion et de se poser la question sur ces sujets-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie bienveillance à la fois de l'URSSAF
aussi des banques, enfin en tout cas tout ça a été mis sous cloche, mais on se retrouve dans des situations d'accumulation de dettes et il est très compliqué pour un chef d'entreprise finalement d'arrêter de constituer cette dette à un moment où on sait pertinemment qu'on ne pourra plus la rembourser. Donc on a dans l'anticipation la vraie difficulté de rencontrer à ce moment-là le chef d'entreprise au bon moment et suffisamment en amont avant qu'il soit trop tard. D'accord. Au sujet de l'URSSAF, qui a effectivement une action très très forte sur la défaillance, par les obligataires détenteurs notamment, je crois que 30% des redressements judiciaires en France passent par l'URSSAF. 30%. Ah, oui. Donc si effectivement on gèle cette démarche, de fait, il y a moins de dépôt de bilan. Mais on verra les chiffres tout à l'heure, ils sont quand même extrêmement bas, ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, étonnant non, normal, puisqu'il n'y a pas d'assignation, et qu'il y a du cash partout. Bon, donc vous le voyez, le sujet est particulièrement intéressant. Donc on vous invite, je vous rappelle, à poser vos questions pour créer le débat et de l'échange. N'hésitez pas à échanger à travers le chat et pour toutes vos questions, de cliquer sur l'onglet en haut à droite, questions. Posez vos questions et nous vous invitons à voter sur les questions que vous souhaitez prioritairement traiter. Voilà. Nicolas, peut-être que, en attendant que les questions arrivent, on va les voir. On a quelques slides quand même qui remettent un peu l'environnement. 5 slides ici, qui ne sont pas très, très faciles à interpréter. Un peu plus loin, les slides avec les graphiques, ce sera pas plus facile à voir. Voilà. Donc là, on a quelques slides. Le premier, c'est la rentabilité finalement des entreprises. Alors, avec un trou d'air terrible en 2020 lié au démarrage du Covid, mais on voit que la rentabilité est à nouveau là et que c'est assez visuel. Hein. On retrouve une activité, une rentabilité supérieure il y a 24 mois. Alors là-dessus, pour avoir participé à une émission il y a très peu de temps, les statistiques qui calculent le niveau de rentabilité des entreprises depuis 1949, c'est la date à laquelle on a débuté cette statistique, nous étions à l'époque aux alentours de 31% de marge brute. Ouais. Et en 2021, la tendance, nous sommes à 34,5%, ce qui est 3,5 points supérieur au record de marge. On n'a jamais eu des marges aussi importantes. Alors, c'est une moyenne. Je serais curieuse de voir comment la marge est calculée. Là, c'est le... Oui, parce que si on intègre les aides, voilà. Ah ben, ils intègrent les aides, bien évidemment. Mais l'évoquais, moi, sur un dossier que j'ai pu accompagner d'une agence spécialisée dans la communication et les goodies. C'est une agence qui faisait à peu près 15% de marge, parce que ce sont des marges très faibles. Et quand vous avez un État qui verse à cette même entreprise 12 000 € tous les mois en équivalent chiffre d'affaires, ça devient 12 000 € de marge pour cette même entreprise. Et donc, automatiquement, les marges dans beaucoup de secteurs, paradoxalement, ont quand même considérablement augmenté. Puis les salaires ont été quand même extrêmement allégés par les aides de chômage partiel. Hein. Donc ça participe aussi à la masse salariale étant quand même un des gros postes de toutes les entreprises. Donc ça participe aussi à faire des rentabilités un peu exceptionnelles. Si on poursuit sur les autres slides, avant que les questions arrivent, on a, donc on peut aller sur le suivant. Donc là, c'est du cash. Les slides sont très clairs. On voit une augmentation finalement du cash et la disponibilité du cash dans les entreprises. D'autres slides qui est… Sur le cash, Thibaut aussi, pour avoir travaillé avec des amis que tu connais bien, qui sont les facteurs, financés le BFR. Les facteurs, pour cette année, en 2021, les chiffres à la fin du premier semestre, ils sont à moins 9,8%. Ce qui démontre bien que les entreprises, globalement, encore une fois, n'ont pas besoin de trésorerie, puisqu'aujourd'hui, le cash est là. Exactement. Il est encore aisé, on verra tout à l'heure. Il est encore aisé. Si on continue, un autre deux slides, je crois que c'est sur les baisses de défaillance d'entreprise. Voilà. Alors, tu veux dire… Oui, enfin, sur les défaillances. Donc, effectivement, depuis 30 ans, on n'a jamais connu un taux aussi bas. Enfin, ça ne remonte pas aussi loin, mais c'est quand même historique et on est à moins 30% par rapport à 2019. Donc là, on parle de procédure collective. En fait, ce qu'il faut savoir aussi en procédure collective, c'est qu'il n'y a que 6% des procédures collectives qui concernent des entreprises de plus de 10 salariés. Donc, les procédures collectives concernent essentiellement des TPE, qui, quand elles subissent une difficulté, malheureusement, basculent assez rapidement en procédure, donc en redressement judiciaire, voire liquidation judiciaire. Donc,
c'est vrai que la procédure collective, c'est un bon indicateur. Mais aujourd'hui, pour préserver l'emploi, on utilise plutôt des procédures amiables, donc qui ne sont pas publiées parce qu'elles sont confidentielles, et qui concernent à peu près 230 000 salariés tous les ans. Donc c'est quand même, on est sur un autre ordre de grandeur. Elle a été privilégiée, elles ont été privilégiées, ces procédures? Elles ont été renforcées par les lois Covid. Elles ont permis, en tout cas, elles ont été pas mal adaptées. Et par exemple, on va pouvoir justement allonger les durées de remboursement des PGE qui étaient initialement prévues pour 6 ans dans le cadre de procédures confidentielles. Donc, il va falloir quand même passer par la case tribunaux de commerce, mais de manière totalement confidentielle. Et ça pourra être allongé de 4 à 6 ans supplémentaires. Donc, ce sont quand même des mesures aujourd'hui. Déjà votées, ça c'est déjà voté. Oui. Effectivement, et qui, depuis 30 ans, montrent de bons résultats et qui vont être encore plus utilisés. Donc, et qui ont été utilisés pendant toute cette période Covid aussi. Alors tiens, Sophie, petite question avant de poursuivre. Donc, de Vincent. Vincent Fon qui nous pose la question. La trésorerie a augmenté, certes. Est-ce la résultante des meilleures marges uniquement ou bien également la réduction des investissements a-t-elle beaucoup contribué à ce résultat? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. On note un freinage massif des investissements. Les chefs d'entreprise, forcément, dans l'incertitude, ont stoppé tout ce qui était prévu. Et on a un vrai retard. Là, on commence à avoir 2 ans de retard d'investissement dans les PME, ce qui est un vrai problème. Ouais. Ce qui est un vrai problème. Alors, encore une fois, dans le dispositif, il y a tout un tas d'aides pour aider l'investissement. Bon, après, c'est compliqué de trouver la bonne aide. Ce qui est vrai aussi, c'est que par rapport à l'investissement, enfin, on le voit encore aujourd'hui dans la presse, dans les médias tous les jours, on a quand même 2 sujets majeurs qui bloquent les entrepreneurs. Il y a une très grosse difficulté de l'emploi, parce que le paradoxe aussi de cette crise, quand on fait la comparaison, en 2008-2009, je rappelle qu'on a eu pas loin de 2,5 millions de chômeurs en l'espace d'1 an, et il a fallu 8 ans pour résorber tout ce chômage de masse. Je vous rappelle que le président Hollande promettait une baisse du chômage, le pauvre, en 5 ans, ça n'a cessé d'augmenter tout au long de ces 5 ans. Non-stop, il n'a jamais réussi, alors que là, je le rappelle, en l'espace de 15 mois, on est revenu à un taux de chômage qui est aujourd'hui à 8,1 ou 8,2%, c'est-à-dire inférieur à ce qu'on avait en 2019. Donc on le voit bien, c'est un sujet majeur pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de profils dont on n'arrive pas à recruter, c'est de l'investissement humain, mais c'est un problème. Le deuxième sujet, évidemment, on en entend tous parler, c'est la flambée des matières premières, et puis le fait d'avoir le manque de composants, on parle notamment de composants électroniques, de puces dans le secteur de l'aéronautique, de l'aviation, de l'automobile, des smartphones, de tout ce qui est informatique. Nous-mêmes, chez Valumène, d'ailleurs, on a passé une commande de 5 nouveaux PC. Ça fait 2 mois et demi qu'on les attend parce que on le voit bien, on en subit toute cette chaîne-là. Donc c'est vrai que là-dessus, dans l'investissement, ça pénalise quand même fortement les entreprises aujourd'hui pour la reprise. Bien sûr. Bien sûr. Et puis une reconstitution des stocks aussi, à la fois par nécessaire, parce que la dynamique est là, la croissance est là, mais également un peu par peur, je pense aussi, avec une reconstitution des stocks assez lourde, qui va peser beaucoup sur les BFR, le besoin d'engendrement des entreprises, puisqu'on va d'abord stocker, on va transformer, après on va vendre. Donc c'est des cycles un peu plus longs, et donc nécessairement le cash va être aussi consommé à cette reconstitution du BFR, ce financement du BFR. C'est très très vraisemblable. C'est certain que depuis 10-15 ans, on prône dans tous les cours de gestion le zéro stock, travailler en flux tendu, c'est de la bonne gestion. Et on s'est rendu compte pendant la crise Covid que ça entraînait certains risques. Et aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on reconstitue fortement du stock de sécurité. Les Américains reconstituent du stock massivement. Et c'est aussi pour ça qu'en Europe, on n'arrive pas à capter tout ce qui est vis, bidon, tout ce qui est nécessaire à toute entreprise, les matières de base. Alors Sophie, justement, question intéressante. Moi, je suis d'autant plus sensible que j'ai
J'étais l'une des victimes, entre guillemets, de la crise de 2008-2009. Vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent, avec mon bouquin que j'avais sorti à l'époque, Ma petite entreprise a connu la crise, qui avait été frappée justement par cette crise financière et économique qui avait littéralement balayé une bonne partie de l'économie sur son passage. Donc là, il y a une question intéressante. Je rappelle, Sophie l'a justement rappelé, il faut savoir qu'en moyenne en France, il y a entre 55 000 et 60 000 faillites d'entreprises, que durant la période 2009-2010, on était monté à 88-90 000, et là, 2021, les amis, on est à moins de 32 000 faillites. C'est-à-dire, on est divisé par 2 par rapport à moyenne, et on est divisé par 3 par rapport à la précédente crise qu'on avait connue. Donc, question de Michel, ne faut-il pas s'attendre à une vague de faillites une fois les perfusions finies? Alors, c'est effectivement la question que tout le monde se pose. C'est très compliqué d'y répondre. On a quand même, avec les aides et le calendrier des remboursements, on pense quand même que ça va s'étaler dans le temps. Donc c'est un amortisseur. Voilà, c'est une forme d'amortisseur. Que les entreprises qui devaient déposer le bilan avant le Covid vont déposer le bilan une fois les perfusions terminées, mais on estime à peu près 10 000 par an de faillites supplémentaires, donc sur une période de 3-4 ans. Donc ça va s'étaler sur une longue période. En tout cas, c'est ce que tout le monde espère. Oui, et ce qui ne serait pas si mauvais que ça finalement pour l'économie, plutôt que d'avoir un arrêt massif au niveau de notre économie. Oui, donc très intéressant. Voilà Michel, j'espère qu'on a répondu à votre question. Alors, nous avons une question également donc, de Sylvie, que je connais bien. Bon, bonsoir Sylvie, ça fait plaisir d'être connecté. Alors Sylvie, avez-vous des informations sur l'étendue des sociétés en période de retournement? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle période de retournement. On avait les entreprises fragiles anté-Covid qui restent fragiles et donc on est sur le même rythme. Pour l'instant, elles sont soutenues, mais on reste sur le même rythme. Aujourd'hui, les défaillances sont très faibles, sont vraiment extrêmement faibles, et toutes les procédures de prévention, donc des procédures de mandat ad hoc et de conciliation qui permettent de traiter les difficultés de manière très confidentielle, en amont et sur un cercle très restreint d'interlocuteurs. Donc les salariés ne sont pas au courant, les fournisseurs ne sont pas au courant. Ça permet vraiment de régler un certain nombre de choses sans étaler ces difficultés sur la place financière. Il y en a très très peu aussi. Il y en a très très peu, donc on est vraiment au plus bas. Enfin, en tout cas, moi je fais ce métier depuis très longtemps et je n'ai jamais connu ça. Donc, jamais connu ça. Moi j'ai appelé, c'était la semaine dernière encore, j'ai appelé mon ancien administrateur judiciaire de mon entreprise il y a 12 ans. Il m'expliquait qu'il était 3 jours au golf et 2 jours au travail. Voilà, donc c'est du jamais vu. Je crois qu'ils n'ont jamais connu une période aussi, j'allais dire, aussi calme. On peut s'en réjouir, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tout va bien aujourd'hui et que ça le sera demain. Il faut rester vigilant. Et puis, je ne vais pas faire mon oiseau de mauvais augure, mais on n'est pas à l'abri quand même de rentrer dans une future crise. Il y a quand même des tensions relativement inquiétantes, notamment du côté de la Chine en ce moment, et sur lesquelles il faut quand même rester vigilant parce que le grain de sable peut vite arriver, et donc derrière, d'une crise sanitaire, on peut engendrer avec un retour de l'inflation. Donc il faut rester quand même extrêmement vigilant. On a donc une autre question de Pauline. Alors, Pauline, dans ce contexte, les orientations budgétaires des entreprises n'ont-ils pas évolué en intégrant davantage la notion de risque? Moi, je ne le pense pas. Voilà, comme ça. J'espère, Pauline, qu'on a répondu à la question. Je pense que ce n'est pas la préoccupation des chefs d'entreprise aujourd'hui. Non, et c'est très compliqué pour un chef d'entreprise d'être un développeur optimiste, commercial, d'emmener des équipes et de penser en permanence au bord du ravin. Après, il doit s'entourer de personnes qui le font pour lui, mais on sait que dans la PME, c'est compliqué, il n'y a pas le staff nécessaire, donc les crises passent et on les oublie finalement assez vite.
Et d'ailleurs, à ce titre, moi je dis, je partage complètement le point de vue de Sophie. Je le dis à tous nos entrepreneurs, patrons de TPE, de PME, ce qui est toujours difficile pour nous, c'est que finalement, quand on est chef d'entreprise, on nous demande d'être à la fois visionnaire, stratège, commercial, DAF, DSI, DRH, finalement, d'être multicasquette et de tout gérer. Et évidemment, un chef d'entreprise ne peut pas d'abord se payer l'équivalent en termes de compétences en interne, c'est compliqué, voilà. Et le deuxième sujet, c'est que je pars du principe que la première qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, à la fois en interne et par des conseils externes, et surtout, ce dernier doit se focaliser là où vous excellez. Quand vous êtes un super commercial, passez 95% de votre temps dans une journée à faire du commerce et faites-vous aider par des cabinets externes et en interne, là où vous êtes finalement un peu plus faible, un peu moins bon. Voilà. Et je dirais, dotez-vous, parce que c'est une des missions premières souvent des cabinets comme sur OMG quand vous intervenez, c'est refaire la prévision de trésorerie de la boîte en prenant les nouvelles contraintes, les activités, les nouvelles charges. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise doit, quelle que soit sa taille, avoir une prévision de trésorerie qui se tient, pas à peine à faire des choses invraisemblables, avoir une prévision, savoir où je serai dans 6 mois, 8 mois, si le marché va bien, j'ai mes charges, je les connais. Enfin, et ça m'a dit, c'est comme une prévention de la difficulté énorme qu'on fait toujours trop tard. Et même des grosses boîtes, on a fait quelques-unes ensemble, même des grosses boîtes ont finalement des plans de trésorerie absolument archaïques, pas fiables. Et je pense que c'est quand même une recommandation première. Même la petite entreprise doit savoir, allez, c'est son comptable qui fait ça, a priori, où je serai à Noël en 2022 ou juin 2022 à ISO charge et à ISO de ce que je prévois, hein, surtout en termes de développement et notamment de remboursement des dettes qui se sont accumulées pendant le Covid. Je ne peux qu'adhérer, mais c'est surtout en fait d'être capable d'insuffler une culture cash à toutes les personnes importantes de l'entreprise. L'acheteur, le commercial, le DRH. Parce qu'en fait, sinon, on va avoir dans l'entreprise des décisions qui permettent parfois d'optimiser la marge, mais pas le cash. Et il faut que tout le monde soit sensibilisé à ça pour que sur certaines périodes, on va optimiser la marge, donc on va stocker, on va faire des coûts, on va négocier à l'achat, et puis pendant d'autres périodes, il faut optimiser le cash. Donc, on va acheter moins. Voilà, on va faire plus attention à ce qu'on négocie dans les contrats. Donc, en fait, ce n'est pas uniquement le chef d'entreprise, c'est vraiment toutes les parties prenantes. Voilà, c'est vrai. Tout le monde. Dans tous les cas, le nerf de la guerre, c'est quand même le cash et la trésorerie. Et si vous n'avez pas un bon expert comptable, ou en tout cas, si vous n'avez pas les indicateurs pour piloter votre entreprise, que ce soit la trésorerie, votre BFR, donc tout ce qui est besoin de fonds de roulement, mais aussi, j'allais dire, tout ce qui est le calcul, ce que j'appelle le point mort, c'est-à-dire l'ensemble des charges d'une entreprise mensuelle et quel est le niveau de marge que vous devez dégager pour être à l'équilibre, pour gagner. Voilà. C'est une prévision de trésorerie, ça, déjà. C'est déjà un prévisionnel de trésorerie, ça commence par là. Et en tout cas, si vous n'êtes pas doté, je vous invite, vous allez sur Internet. C'est quoi le site, Sophie, ton site? SOMG.com. SOMG.com. Vous avez une équipe de consultants ultra compétentes, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Hein. Bon. En tout cas, ultra compétentes, et ils vous rendront des tableaux limpides, clairs et particulièrement efficaces pour vous aider à piloter en tout cas vos entreprises. Voilà. Alors, peut-être... Une anecdote, mais parce qu'on a été il n'y a pas longtemps une convention des experts comptables. Oui. Les experts comptables parfois un peu tendance à dire quel temps il faisait il y a 6 mois et où la température qu'il y avait il y a 6 mois. Ouais. C'est bien, mais c'est de savoir où je serai, ou quelle température dans 6 mois ou dans 12 mois. C'est la prévision de trésorerie. Hein. Donc, il faut l'exiger du comptable, ça. Alors, en fait, ce qu'on avait évoqué, ce que j'avais évoqué devant cette convention où il y avait 250 experts comptables, enfin patrons de cabinet, c'est ce que je leur disais. Ce qui intéresse un chef d'entreprise, évidemment, de sortir son bilan et d'avoir son résultat 4 mois, 5 mois après la fin du bilan. C'est intéressant, mais j'allais dire, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que si vous êtes dans le mur, si vous avez déjà perdu beaucoup d'argent, en fait, on vous envoie une photo et c'est à vous, chef d'entreprise, d'avoir cette maîtrise budgétaire. Voilà, moi, je le dis, ça les a un peu interloqués, mais c'est moi qui annonce les résultats de mon entreprise à mon expert comptable et c'est moi qui lui dis s'il est dans le vrai ou dans le faux. Voilà. Et c'est ça le rôle, parce que sinon, ça correspond tout simplement à prendre votre voiture, à être en pleine montagne et à rouler finalement de nuit dans le brouillard et sous la neige, sans phare et sans anti-brouillard. La probabilité de passer le premier virage, c'est possible,
Le deuxième, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a un moment donné, ça ne va pas passer. Voilà. Et je crois que l'objectif, il est là, c'est de se doter de ces outils. C'est simple, c'est pas si compliqué que ça, mais ça doit être une priorité de l'entrepreneur ou du DAF pour piloter l'entreprise et savoir comment il investit, de quelle manière, et ça, il faut savoir s'entourer. Le dirigeant, généralement, a assez bien ces chiffres en tête. Enfin, en tout cas, les bons dirigeants savent ça. Maintenant, ce n'est pas formalisé, il n'y a pas de communication qui est faite autour de ça. Donc, voilà, c'est simplement de mettre en ordre les données qu'il a souvent en tête. Oui, mais il y a un deuxième sujet aussi. Je suis frappé parfois lorsque vous devez solliciter, par exemple, votre banquier pour faire un prêt court terme, que vous fassiez intervenir la BPI ou pas, c'est d'avoir cette non-maîtrise budgétaire. Et c'est toujours pareil. Le premier conseil que je peux donner, il faut, dans la mesure du possible, quand on sollicite un prêt, il faut le demander quand vous venez de sortir un bon bilan. Il ne faut pas demander de l'argent quand on sort un bilan négatif. Alors, vous allez me dire, besoin, ça sert à rien. Exactement. Alors les gens disent, bah oui, mais on n'en a pas besoin. Bah oui, mais aujourd'hui où l'argent n'est pas cher, si vous avez un bon bilan, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est maintenant qu'il faut aller emprunter. Négocier des lignes. Enfin, ça ou négocier des lignes. En tout cas, vous prémunir, parce que c'est jamais en période de difficulté, quand vous sortez un bilan, vous aurez toutes les difficultés du monde, justement, à obtenir ce prêt. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'un banquier, il faut aussi être en capacité de le séduire. Et séduire, c'est pas lui raconter n'importe quoi, en lui vantant des chiffres qui ne tiennent pas la route, mais c'est être capable de présenter un budget prévisionnel sérieux, qui tienne la route, avec votre prévisionnel de trésorerie, quelques indicateurs, ne serait-ce que pour rassurer l'équipe et donc vous donner un maximum de chance. Je vois trop souvent, même des chefs d'entreprise, solliciter, dire « Oh, ben, de toute façon, les banques ne veulent pas me prêter ». Quand je regarde un peu dans le détail de ce qu'ils font, très honnêtement, ce n'est pas très rassurant, quoi, hein. Ça manque de maîtrise. Et donc, derrière, vous ne rassurez pas. Bon. On pourrait le dire d'ailleurs, si vous voulez lever de l'argent auprès d'investisseurs, ça peut être auprès de salariés de votre entreprise, ça peut être auprès d'investisseurs privés ou d'un fonds, c'est exactement la même démarche. Voilà. Donc, entourez-vous des meilleurs pour rendre les choses simples, efficaces, pragmatiques et finalement rassurer votre interlocuteur. Puisqu'on est au sujet des prêts, des discussions avec les banques, Sophie, tu nous as dit qu'il y avait un truc assez intéressant depuis septembre. Les aides continuent. Hein. Oui. La Fed continue, j'ai envie de dire, parce qu'il y a du cash partout. Mais il y a encore d'autres dispositifs qui arrivent, qui sont accessibles encore à toute taille d'entreprise. Donc il y a un guichet unique, a priori, qui s'est mis en œuvre pour faciliter la compréhension du dispositif, parce que l'observation a été faite que beaucoup d'entreprises n'ont pas utilisé les lignes que l'État a proposées. Le PGE a globalement très bien pris, mais pas tout le monde. Voilà. Alors, tout à fait. Depuis fin juillet, avec une mise en application effective au 1er septembre, il y a des comités départementaux de sortie de crise, donc qui sont gérés au niveau de chacun des départements. Et c'est un peu ce qu'on appelle les grandes oreilles. C'est la constitution d'un guichet unique. Alors, qui a à la fois l'objectif d'être l'interlocuteur privilégié pour les dirigeants qui poseraient des questions et qui viendraient volontairement le voir, mais ça, on y croit assez peu. Mais par contre, il y a un dispositif signaux faibles qui a été mis en place, avec notamment des modèles prédictifs utilisant l'intelligence artificielle de toutes vos bases de données entreprises, TVA, URSSAF, formation, emploi, qui là, pour une fois, sont utilisés de manière extrêmement bienveillante et positive, pour détecter les entreprises qui vont être amenées à être confrontées à des difficultés à très court terme. De manière à pouvoir proposer aux dirigeants et l'orienter sur les bonnes décisions, le bon calendrier et le type d'aide et lancer des diagnostics un peu rapides sur ces types de situations. D'accord, donc Sophie, la question de Thierry, c'est est-ce que les aides ont vocation également à se poursuivre si j'ai besoin d'aide, que je sois une entreprise un peu fragile, comme tu l'as évoqué au début, finalement qui ne se porte pas si mal parce qu'on a bénéficié des aides, c'est en train de reprendre, ou une entreprise qui doit justement reprendre de l'investissement, question précédente. Tu parles du concrètement, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, j'appelle où, comment, je procède comment aujourd'hui? Alors, il y a cette possibilité de guichet unique. En fait, donc là, on va quoi, sur le site du gouvernement? Oui, tout à fait, c'est le comité départemental de sortie. Donc vous allez sur Google, vous tapez guichet unique et vous allez être dialogué. En fait, là, c'est exactement ce que tu disais sur l'obtention de financement. Le tout, c'est de savoir de quoi on a besoin, pour quoi faire.
Et pour ça, il faut quand même un diagnostic préalable. Et ça rejoint aussi une autre question sur est-ce que les banquiers vont couper l'étudieux sur les financements. En fait, tout dépend déjà de la situation bilancielle et de la situation des fonds propres. On a un vrai problème sur les PME en France, qui est une sous-capitalisation générale et qui a été largement accentuée par l'augmentation des dettes. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des problématiques de fonds propres qui ne se verront pas attribuer d'aide ou de prêts supplémentaires dans la mesure où on estime qu'elles ont un bilan déséquilibré. Donc ces entreprises, elles vont être orientées vers de l'adossement, vers de la levée de fonds, vers du rapprochement vers des fonds d'investissement, de manière à renforcer les fonds propres. Et une fois que cet équilibre sera fait, normalement, l'accès au financement pourra venir. Mais on a souvent effectivement des chefs d'entreprise qui nous disent que les gouttières de financement sont fermées, mais c'est souvent un problème de présentation de bilan. Donc, on a ça. Et ensuite, on a des aides spécifiques pour l'investissement qui pourront tomber. Après, il faut identifier est-ce que c'est un besoin de BFR, est-ce qu'on a besoin de financer des pertes passées, est-ce que ces pertes passées, elles sont vraiment liées au Covid. Tout ça pour dire que la situation a vraiment besoin d'être diagnostiquée pour identifier de combien on a besoin, quand, et pour financer quoi. En sachant que l'export est difficile quand même, aussi beaucoup d'aides. Voilà, j'ai vu vraiment des choses très ambitieuses. Il y a à la fin du support, je pense qu'il sera en ligne ou pas le support, Nicolas? Oui, bien sûr. Bon, à la fin du support, vous verrez, il y a, d'ailleurs c'est OMG qui va fournir des slides, il y a 3 pages de liste d'aides potentielles. Alors c'est pas très facile à lire, donc vous verrez quand les lignes sont là. Bon, c'est pas pour tout le monde, il faut des fonds propres sur effectivement la hauteur quand même pour revendiquer ces lignes. Il y en a beaucoup. Et des sommes considérables. Oui, et je rappelle quand même que non seulement il y a des fonds au niveau de l'État, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'Europe. Je rappelle qu'il y a le plan de relance du gouvernement à 100 milliards, donc il y a quand même plus de 35 milliards liés à la digitalisation. Donc si vous avez des projets de digitaliser dans c'est maintenant qu'il faut monter vos projets. Donc il faut effectivement penser à. Sur la notion de vocation, finalement, que les aides vont se poursuivre. Bon, Bruno Le Maire s'est exprimé dessus. En tout cas, ce n'est pas un arrêt brutal, c'est un arrêt progressif. Non, puis on a effectivement le fonds de solidarité et le dispositif coût fixe qui s'éteint un peu en sifflet, mais par contre, on a des poches de financement, comme je disais, pour l'investissement, pour la digitalisation, enfin, donc vraiment qui sont destinés à la relance et à permettre de réinvestir, de réexporter. Voilà. Alors j'en profite, nos amis, la participants, avant qu'on poursuive, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vois que vous êtes très nombreux à être connectés. Je regardais les derniers, il y a même Quentin, Fanny qui est connectée, Yann, Éric Petit, Vincent, bonsoir. J'espère que le sujet, je trouve, est quand même passionnant avec beaucoup d'enjeux. On va poursuivre sur les questions. Je vous rappelle que les questions, c'est le deuxième onglet. Et vous avez la partie également sondage auquel vous pourrez répondre. Ça nous aide tout simplement à améliorer nos prochains webinaires. Voilà, vous avez 3 questions et surtout, prenez le temps d'y répondre. Alors, on va poursuivre avec les questions. Je vais regarder parce que la vague de faillite, alors ça, je remonte parce que ça, c'est traité. On va reprendre les questions. Alors là, la question intéressante, c'est pour Sophie. Constatez-vous une augmentation des missions sur la mise en place et le suivi du cash management? Non. Non, mais c'est honnête, oui. Non, pas tant que ça. Après, tout dépend qui sont les donneurs d'ordre. On a des fonds d'investissement qui, effectivement, s'intéressent à la question. On a des dirigeants qui sont aujourd'hui la tête dans le guidon et qui, donc, n'ont pas forcément envie de consacrer du temps à ces problématiques, sachant qu'ils n'ont pas de délai très court, de mur. Il n'y a pas de pression sur le sujet. Donc, voilà, ce sont toujours un peu les mêmes missions, mais en tout cas, il n'y a pas du tout une augmentation des missions sur ce sujet-là. D'accord. Pour le moment, c'est relativement calme. Il n'y a pas d'accélération. D'accord. Assoupi par cet apport de cash aussi sur le sujet. Oui, bien sûr, mais bon, voilà. Mais attention, je pense, moi j'en suis intimement persuadé, ce qui est vrai aujourd'hui à un instant donné,
ne le sera peut-être pas dans 12 à 18 mois. Donc, restons prudents quand même sur le sujet. Disons que la bonne santé est un état précaire qui laisse augurer rien de bon. Oh là, ouais, exactement. Ce qui est bon pour le gars. Alors, c'est plutôt favorable. nous avons Guy. Alors, Guy nous pose une question aussi extrêmement intéressante. Bonjour. L'exposition des banquiers au risque a augmenté, même si 80% des PGE sont garantis par l'État. Pensez-vous que ceux-ci peuvent durcir les conditions financières accordées aux entreprises pour financer leurs investissements? Ça c'est une bonne question aussi. Alors, c'est une très bonne question et qui est un vrai sujet d'actualité, notamment une très bonne nouvelle. C'est que depuis très récemment, la garantie de l'État va pouvoir être maintenue, même en cas de renégociation des PGE. Qu'est-ce qu'on appelle renégociation des PGE? C'est-à-dire un étalement plus... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les PGE sont prévus pour une durée de 6 ans. Les entreprises qui ne pourront pas faire face à leurs échéances sur cette période-là et qui vont vouloir réétaler sur 8-10 ans le PGE et qui vont devoir le faire dans le cadre de conciliation. Passer par la case tribunal, bien sûr. Alors, passer par la case tribunal, mais ça reste encore quelque chose de très confidentiel. Les banquiers vont garder la garantie de l'État sur ces renégociations qui n'étaient pas du tout gagnées au début. Donc, ils sont un petit peu plus détendus sur le sujet et ouverts aux discussions déjà pour allonger ou renégocier les paiements de PGE. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et sur les investissements, j'ai envie de dire, sur les investissements, c'est encore ce qu'il y a de plus facile à financer dans la mesure où les banquiers ont un actif à financer, donc une garantie solide. Les investissements restent encore quelque chose d'assez facile à financer. Après, ce qui est plus compliqué, c'est effectivement les courts termes, le BFR. Ça sera... Bon, pour le BFR, vous pouvez toujours faire appel au facteur. Alors, il y a le facteur, il y a le financement sur stock. Tant qu'il y a tant qu'effectivement il y a de la garantie, il n'y a pas de problème. Après, on essaye toujours, quand on est dirigeant, de pouvoir avoir des financements, ce qu'on appelle en blanc. Ça va être plus compliqué. Bien sûr, bien sûr. Alors, avant qu'on reprenne le champ des questions, on va repasser au slide. Je vais demander à Thierry de parler et demain. Là, on a fait une photo à un instant donné, mais il faut quand même qu'on se projette et demain. 3 petits points. Ça a été dit un peu par Sophie. Hein, il y a un amortissement quand même grâce aux aides d'État qui fait qu'il n'y a pas de vague de défaillance qui arrive, c'est évident. Il y aura un lot, il y aura toujours une partie d'entreprises qui étaient déjà en difficulté qui vont continuer leurs difficultés. Enfin, globalement, demain, il y a plutôt un continuum de ce qu'on vit aujourd'hui qu'un risque de défaillance, sauf aléa chinois, sauf aléa autre crise mondiale. Et globalement, on est plutôt sur une situation. Le changement de gouvernement dans 6-7 mois, ça ne changera rien. Non, l'engagement de l'État, il passe les présidents quand même. On ne va pas mettre ça en cause. Non, ce n'est pas les emprunts russes. Non, le principal risque sur une crise venue de Chine qui est en grand. Peut-être, oui. Le risque serait là, quoi, avec une tension des taux et un retour important de l'inflation. Le risque est aussi politique dans le sens où les États sont extrêmement endettés. Aux États-Unis, il y a un vrai sujet de parce qu'ils vont crever le plafond de la dette. Il y a des thématiques d'État. Et là, on parle bien des entreprises, mais au niveau d'État, il y a des risques effectivement lourds. Oui, bien sûr, très lourds. Bien sûr. Bon, ça, c'était un peu sur le constat, mais il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé. Ces aides aussi ont amené, grâce notamment au temps partiel, au soutien du travail et du chômage, des modes de fonctionnement de l'homme au travail qui n'ont rien à voir avec ce qui existait il y a 18 mois, notamment le distanciel, qui a fait que l'entreprise va devoir gérer aussi des hommes au travail. Je pense que les retournements de situation, j'ai entendu quelqu'un ce matin qui disait non, il faut qu'on retourne tous au boulot, c'est terminé, il n'y a plus de. Bon. Donc il y a aussi, la crise a amené une modification du management, une modification de la vision du télétravail, qui était prévu pour les gens handicapés ou fatigués. Là, on est sur des situations normales de gens qui travaillent à distance, donc c'est d'autres sujets que la crise a amené. Ça, c'est plutôt bien géré d'ailleurs en l'espèce. D'autres questions, Nicolas, que tu voulais oui. Alors, on a Sylvie qui est très active. Merci, Sylvie. Quels sont les secteurs les plus touchés et qui ont été mis finalement sur la touche?
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas les cafés, hôtels, restaurants, parce qu'ils ont été extrêmement bien aidés. Ouais. Donc finalement, ils s'en sortent plutôt bien. Les secteurs vraiment touchés, ça a été L'aéronautique aéronautique et le textile. Le textile. et enfin le retail de manière Le générale. retail. Le retail de manière générale, pour tous les retailers qui n'avaient pas encore digitalisé leur circuit de distribution. Ouais. Donc, ce qui a entamé d'ailleurs, et après c'est l'effet positif, hein, une accélération de la digitalisation de tous les acteurs de la place. Ils se sont dépêchés, ils ont tous travaillé aussi sur les problématiques de recyclage et de vente de produits un peu plus propres. Donc, j'ai envie de dire, ça a permis d'accélérer sur des sujets qui auraient dû prendre plus d'années. Voilà. Et sur l'aéronautique étant un sujet quand même stratégique, l'État aidera. De la même façon sur l'automobile. Donc, la construction aussi. Là, on voyait dans l'automobile, c'est la double peine aujourd'hui, puisque c'est le problème des composants, hein, avec des retards. Et surtout, je regardais pas plus tard hier des délais de livraison qui s'allongent. Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture neuve qui n'est pas sur stock, c'est fréquemment d'attendre entre 8 mois et 1 an aujourd'hui, ce qui est quand même complètement dingue. Voilà. Je disais d'ailleurs une chute des ventes de véhicules neufs et par contre une flambée des véhicules d'occasion. Ils étaient en hausse de plus 15% parce que je pense que le délai est beaucoup trop long aujourd'hui et donc les consommateurs se réfugient davantage sur le marché d'occasion. On le voit, hein, il y a des changements de cours. Ce qui est incroyable dans cette crise, on dit toujours que la crise finalement offre des opportunités et je pense que c'est complètement vrai. On le voit parce que là on est sur des changements qui sont extrêmement rapides. Et donc, ça offre aussi plein de perspectives et d'opportunités. Hein. Le besoin de se remettre encore en cause en permanence, c'est la condition sociale. Exactement. Et il y a eu un niveau exceptionnel de création d'entreprises en 2020. De toutes petites entreprises, alors certes, mais il y a aussi une dynamique sur ce sujet-là. Bah oui, Valumène, créé le 6 mars 2020. Premier jour du Covid. Premier jour, non, quoi. On avance, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Mais non, nous, voilà, on s'est créé, on est aujourd'hui une petite quarantaine, voilà, chez Valumène, avec une croissance finalement assez incroyable, et on s'est créé effectivement 11 jours avant le premier confinement annoncé par le président de la République. Donc, comme quoi, on peut créer des entreprises en période de crise, et il le faut. D'ailleurs, moi, c'est un petit conseil que je donne, il vaut mieux créer une entreprise en pleine période de crise que au sommet, avant la chute, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je le recommande. D'ailleurs, ça permet de commencer plus modestement. Vous commencez chez vous, sans dépenser d'argent, et c'est le meilleur moyen. Et en position de combat tout de suite. Et voilà, et vous êtes prêt au combat. Puis quand vous affrontez les vraies difficultés, le reste vous semble un petit peu plus simple. On partage, Sophie ? Oui. Bon, on continue. Alors, les questions, ça se poursuit, parce que vous êtes très nombreux ce soir à nous poser beaucoup de questions. Je vous rappelle aussi, les amis, vous avez la partie sondage, c'est très intéressant. N'hésitez pas à répondre aux 3 petits sondages, ça nous permet d'orienter nos émissions et d'essayer de faire des webinaires inspirants. Elle n'est pas là ce soir, vous savez, c'est Elisabeth Hartz, notre secrétaire générale, qui se charge d'organiser tous ces événements. Et elle a hâte d'avoir tous ces sujets pour préparer les prochains. Donc, n'hésitez pas. Exactement, voilà. Donc, nous continuons. On a encore quelques questions. Donc, Sylvie, on a répondu. On a répondu. Ah, voilà. Alors, question de Thierry. Nouvelle question. Pensez-vous que les consignes données à l'URSSAF, notamment de ne pas lancer de procédure, vont durer? Assignation à RJ, etc., etc. Bon, ça va pas durer. Au moins jusqu'aux élections, non? Ça va. Voilà. Alors, donc, effectivement, on a un problème politique qui vient se coller sur le calendrier. Il y a une vraie bienveillance, à la fois effectivement sur l'URSSAF, mais aussi dans tout ce qui a été obligation de déclarer un état de cessation des paiements. Normalement, le dirigeant a 45 jours pour déclarer l'état de cessation des paiements auprès du tribunal, sinon c'est une responsabilité pénale.
Donc ça a été un petit peu mis sous cloche pendant toute cette période Covid. Donc c'est de la bienveillance, mais je ne pense pas que ce soit sain que ça perdure trop longtemps, parce que ce sont des garde-fous, et de toute façon, ça ne veut pas dire assignation URSSAF ou état de cessation de paiement, que c'est la procédure collective assurée. Tout ça nécessite quand même une étude en profondeur, et aujourd'hui, tous les organes de la procédure, les services publics, sont persuadés que la procédure collective est quand même destructeur de valeur, notamment dans certaines activités avec beaucoup d'immatériel, c'est la liquidation assurée quand il n'y a pas d'actifs. Donc aujourd'hui, quand même, tout le monde est mobilisé en France pour préserver ces entreprises hors du tribunal. Donc je pense qu'il serait bien qu'on revienne. C'est vrai, mais alors, peut-être une autre question pour compléter la très bonne question de Thierry. Ne faut-il pas finalement peut-être prendre les devants? Parce que pour le moment, on attend, parce qu'effectivement, je comprends, les chefs d'entreprise ne reçoivent pas de recommandés, d'alerte, et en gros, on ne bouge pas tant que, voilà, tant que ça ne bouge pas de l'autre côté. Mais finalement, est-ce qu'il n'est pas plus simple, peut-être tout simplement, d'aller prendre rendez-vous avec l'URSSAF, de voir un interlocuteur, d'exposer la situation, de désamorcer, de voir, de mesurer, peut-être de rééchelonner et de commencer pour ne pas se retrouver avec une charge insurmontable? De toute façon, il faut prévenir, anticiper, et ce qui permet quand même d'avoir la main sur le calendrier de remboursement. Bah oui, parce que sinon tu le fais comment ton prévisionnel de trésorerie quand tu n'as pas un? C'est compliqué. Non, et puis voilà, et encore une fois, il y a quand même beaucoup de bienveillance, et s'il y a des grosses échéances ou des gros investissements à financer, on peut aussi caler et expliquer à partir du moment où c'est correctement fait, expliquer que le calendrier de remboursement, il doit être de 48 mois. On est à 48 mois aujourd'hui, quand même, sur des données comme ça. De manière... 48 mois d'étalement. Après, il faut juste quand même justifier la position, mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir la main là-dessus que d'attendre que l'URSSAF, aujourd'hui, ce qu'elle fait, notamment sur les travailleurs indépendants, elle étale de facto sur 6 mois. Elle n'attend même pas de recevoir le dirigeant. Sur les TNS, les charges sont étalées directement sur 6 mois. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir la main. Il faut bien sûr, faut le vent, et puis maîtriser son calendrier de tâches. Donc, c'est un peu la conclusion de ce webinaire. C'est, j'espère que s'il y a un message qu'on a réussi à faire passer, c'est anticiper, ayez vos indicateurs. Si vous n'êtes pas capable de les mettre en interne, entourez-vous, notamment par des cabinets, des structures, comme Sophie vous l'a exposé tout à l'heure. Et par rapport à ça, ça vous permet justement d'avoir, j'allais dire, un élément important, c'est de gagner en sérénité. L'entrepreneur, c'est toujours pareil, il a besoin de prendre souvent des décisions, parfois rapidement, parfois des décisions difficiles, mais pour essayer de prendre les meilleures décisions et essayer de ne pas faire trop d'erreurs, il faut être serein, il faut être calme. Et le meilleur moyen d'être calme et serein, c'est d'avoir des indicateurs fiables, notamment sur le plan financier, parce que quand vous ne voyez rien, quand vous n'avez pas de prévisionnel, quand vous ne maîtrisez pas vos charges, ne maîtrisez pas vos marges, eh bien tout ça génère de l'anxiété. Et cette anxiété, c'est jamais bon pour le chef d'entreprise parce qu'il prend rarement de bonnes décisions durant ces périodes. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi un petit peu de cette... Et ne pas avoir peur d'aller solliciter l'État, une bienveillance générale qui va perdurer. Je pense que dans vraiment un comportement d'État, la recherche de cibles faibles, par exemple, c'est une démarche tout à fait nouvelle. Je pense qu'il y a quand même un environnement favorable pour que toute situation, aussi compliquée qu'elle soit, il y ait une écoute, une discussion, un échelonnement, voire dans certains cas, peut-être une suppression de certaines lignes. Bon, bref, il y a quand même un environnement qui est très favorable pour les entreprises, même en difficulté. Bien sûr, et il vaut mieux négocier avec l'État que de négocier durement avec ses fournisseurs qui ont besoin, on a besoin de préserver au quotidien pour le business. Donc, il vaut mieux payer à échéance les fournisseurs et aller négocier sur le fiscal et social. Eh bien, parfait. On arrive à la fin de cette émission. On voulait vous remercier encore chaleureusement d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. On a essayé de répondre, je crois, au maximum, mais quasiment à toutes les questions. Voilà. Allez-y, profitez, il vous reste encore quelques secondes pour répondre au sondage.
Donc, c'est le petit onglet en haut. Vous avez 3 questions. C'est rapide, c'est simple et c'est généralement extrêmement efficace pour nous tous. J'en profite pour dire un grand merci à toutes les équipes de Valumène, particulièrement à Thierry et Philippe qui sont à la technique et qui nous ont permis, je l'espère, de vous proposer un webinaire de qualité tant sur le plan visuel que sur le plan sonore. Je remercie également ma fidèle associée Elisabeth Hartz qui a encore organisé cet événement de main de maître et on vous donne d'ailleurs rendez-vous pour les prochains, c'est tous les 15 jours avec Valumène. Et puis un immense merci à Thibaut qui nous a fait l'amitié d'animer ce webinaire et à toi Sophie d'apprendre un peu mieux à te connaître ton cabinet, tes équipes. Vous êtes une superbe équipe. Je le dis, je peux en témoigner parce qu'on travaille avec Thibaut. Et n'hésitez pas en tout cas, ne serait-ce qu'à les appeler, les solliciter. On vous transmettra toutes les coordonnées et on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Merci à vous les amis. Merci. Bonsoir. Bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Bientôt.